binaire. C'est juste pour vous mettre un peu dans le cadre, comme je suis à l'état, c'est que là, on est en train de parler d'une série de webinaires, une série de webinaires sous la thématique de gouverner ensemble. C'est-à-dire comment on peut gouverner ensemble, quels sont les mécanismes de gouvernance locale, comment gouverner ensemble. Et là, on va commencer avec la première thématique de notre série, la participation citoyenne. Donc, je me présente, Fouad Boutmer, je suis le manager du cabinet de conseil Magab Gouvernance et très content et ravi d'avoir un expert avec nous, Amin Abessi, qui est expert en gouvernance locale et participation citoyenne, avec plusieurs casquettes. Et là, aujourd'hui, il nous vient avec la casquette de expert en gouvernance locale. Notamment, il travaille depuis plusieurs années avec la coopération allemande au développement, la GIZ. Donc, si tu veux, Amine, je peux te donner quelques instants pour te présenter. Merci Fouad. Alors, merci pour cette invitation. Je m'appelle Abessi Mohamed Amin. Je suis actuellement expert en gouvernance et participation citoyenne à la coopération allemande de développement, la GIZ, et j'y suis depuis pratiquement 7 ans. Voilà, brièvement, je viens d'un background économique, ça veut dire que j'ai fait des études en économie et en gestion. Et comme tu l'as déjà précisé, j'ai eu une longue expérience dans la société civile, qui après, par la suite, aussi une expérience dans le domaine du digital. Voilà brièvement un petit retour sur mon expérience professionnelle. Voilà. Yatik Saha Amin, merci beaucoup. Donc, juste, tu peux parler en français et alterner avec Bderja, il n'y a pas de souci. Donc, le plus important, c'est que le message, il passe pour les différents participants, que ce soit les francophones ou l'arabophone. D'accord. Juste pour vous expliquer un peu le format ou bien l'agenda, ça sera un échange bin ou bin Amin durant 40 minutes à peu près, une série de questions sur la gouvernance et notamment la gouvernance locale et la participation citoyenne. Donc, questions-réponses, un petit échange. Après, on va ouvrir le débat aux différents participants pour poser les questions. Vous posez vos questions sans souci, mais juste après l'échange qu'on va avoir avec Amin. Et à la fin, 1 minute ou 2 minutes juste pour vous expliquer la prochaine étape, parce que c'est juste le début d'une longue série de webinaires qui a comme objectif de démocratiser un peu la gouvernance locale au niveau de la Tunisie pour commencer, et pourquoi pas au niveau du Maghreb, puisqu'on a beaucoup d'amis algériens qui sont avec nous aujourd'hui aussi. Donc, on commence directement. Amine, tout d'abord, selon vous, quand on parle de gouvernance, c'est très large. Quand le gouvernance, c'est très large. Pour vous, c'est quoi la gouvernance en quelques mots? Bon, en fait, la difficulté de présenter une définition très simple me paraît assez dur parce que le terme في حد ذاته ماهوش سهل déjà de toute façon et en même temps سهل برشا معناتها. En fait, je peux peut-être présenter une définition qui est très très simple, mais à la fois parfois elle pourrait être à la limite réductrice un petit peu de la thématique. Parce que généralement, quand on parle de gouvernance, on parle de gouverner, ça veut dire gérer. On peut lier peut-être la question de la gouvernance par rapport à la question de la bonne gestion, mais en fait, on reste un petit peu dans un cadre un peu très, très restreint. Parce que la gouvernance, d'une manière ou d'une autre, elle est liée, bien évidemment, à une sorte de mener peut-être une sorte de conciliation peut-être entre différentes entités de gestion ou entités de gouvernement. Autrement dit, si on est dans une sorte dans la logique de la gouvernance, par exemple, publique, bien évidemment, dans la gouvernance
dans l'administration, par exemple, entre l'administration, entre la société, les citoyens et également aussi la politique, en fait, il y a des consensus qui doivent se faire entre les différentes, peut-être acteurs, peut-être afin de trouver une sorte de consensus. Autrement dit, pour aboutir à une bonne gouvernance, c'est quelque part de mener un travail entre les différents acteurs, ou ce qu'on appelle peut-être les stakeholders, pour aboutir à une bonne gestion. Voilà un petit peu, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut appeler gouvernance. Et même si, quand on parle de gouvernance, on va se retrouver dans des thématiques qui sont un peu plus compliquées, comme les politiques publiques ou autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et si on ajoute à cela un seul mot qui devient gouvernance locale? C'est simple, en fait, quand on ajoute le mot gouvernance locale, on va se retrouver pratiquement dans le cadre de la municipalité ou le niveau local, si vous voulez, municipal ou également peut-être régional, si vous voulez. Et là, en fait, la municipalité, dans la sphère dans laquelle elle est en train d'évoluer, elle va se retrouver avec plusieurs autres acteurs dans les représentations ce qu'on appelle des services déconcentrés ou également des représentations de l'État. Automatiquement, on va se retrouver avec, par exemple, un bureau du ministère des Affaires sociales, on va se retrouver avec les hôpitaux, on va se retrouver avec les écoles. Et là, en fait, il y a plusieurs acteurs qui se trouvent un petit peu dans la sphère de la municipalité. Là, en fait, il y a bien évidemment un travail de coordination qui va se retrouver entre les différents acteurs, ce qui fait là, qui va mener à une gouvernance locale qui est plus réfléchie. Et là, la municipalité, elle va évoluer également d'une manière très rapprochée avec les citoyens, ce qui fait la gouvernance locale va également s'élargir vers cette perception claire du rôle que le citoyen il va jouer au niveau local, ce qui fait que la municipalité elle va se retrouver dans un dialogue direct avec eux, ce qui fait que la gouvernance locale elle va d'une part relier la relation qui existe entre la municipalité et les différents acteurs qui sont autour d'elle, et également la relation qui existe entre la municipalité et les citoyens qui font déjà la municipalité. Donc voilà en fait la sphère de la gouvernance locale, elle est limitée un petit peu au niveau local. Mais en fait quand on parle de gouvernance, on va se voir vers plutôt des niveaux très différents de la gouvernance locale, de la gouvernance plutôt nationale. Nous pouvons y aller même vers ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Voilà. D'accord, Yatek Saha Amin. Euh, Avant de parler en fait, vous avez fait un peu le lien entre gouvernance locale et début de décentralisation ou bien déconcentration. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, euh, peut-être éventuellement, c'est quoi la déconcentration, éventuellement différence avec la décentralisation, puisque vous avez parlé de déconcentration d'une façon indirectement. D'accord. En fait, avant de parler de la déconcentration, j'aimerais bien peut-être ouvrir un petit peu une parenthèse qui va peut-être être un petit peu longue, peut-être, mais je vais essayer de raccourcir le maximum que possible à la, par rapport à la question de la décentralisation. Bon. Euh, Comme peut-être la notion de la gouvernance qui est devenue un petit peu en vogue ces dernières décennies, aussi la décentralisation et surtout après la transition démocratique, elle est devenue un thème qui est à la limite assez en vogue et qu'on en parle beaucoup, surtout vu que la Tunisie elle est en train de faire ses pas progressivement dans ce qu'on appelle ce processus de la décentralisation. Alors en fait, la décentralisation, elle vient à l'opposé de ce qu'on appelle la centralisation. La Tunisie, peut-être de l'avant-révolution, c'était un petit peu un pays centralisé, ça veut dire que le pouvoir, il était principalement focalisé au niveau de Tunis, au niveau principalement de la présidence qui un petit peu gérait le pays à travers les différents ministères. Donc en fait, cet État central, il se manifeste avec un pouvoir
de prise de décision qui est centralisée. Ça veut dire tout se passe au niveau de la centrale. Et cela, il fera en sorte qu'il y a un grand éloignement entre la tête du pouvoir ou la tête du gouvernement et également les gouvernés qui se retrouvent un petit peu dans des zones très éloignées. Ce qui fait que on peut aujourd'hui dire que la centralisation, elle pourrait être l'un des raisons, peut-être la disparité régionale. Donc, en fait, si on définit la décentralisation qui vient à l'opposé de la décentralisation désigne le transfert de compétences, de tâches et de fonctions de l'administration centrale vers les organisations gouvernementales au niveau local et régional. Autrement dit, le pouvoir qui était détenu par l'administration centrale, il va être progressivement transféré vers le niveau local et également régional. Ça veut dire qu'on va donner plus d'autorité ou plus de pouvoir au niveau régional et central. Pour dire, en fait, pour le manifester ou pour donner un exemple très, très précis, par exemple, si on examine le budget de l'État tunisien, on va voir d'une manière très claire que le budget qui est réservé aux municipalités, il ne constitue qu'une partie très minoritaire. Vu que la municipalité, elle a bien sûr ses ressources propres, mais elle va bénéficier d'un fonds commun qui est très très petit, ce qui fait que ses moyens d'action ils sont très très petits. Et également, elle va agir. Apparemment, c'est 3%. Hein. Ça ne dépasse pas, c'est même moins. Et en fait ses moyens d'action financière, ils sont très petits et également son champ de compétences, il est très restreint. Et si on décrit par exemple la municipalité tunisienne aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle est en train de gérer principalement les routes et pas en entier, ça veut dire quelques-unes qui font partie de son territoire. Également, elle va gérer les déchets, elle va gérer l'éclairage public. Et en fait, son champ de compétences, il est assez restreint si on la compare avec d'autres pays décentralisés, par exemple comme l'Allemagne où la municipalité, elle joue un rôle majeur. Donc en fait, la décentralisation, le lieu d'être de la décentralisation qui apparaît principalement dans l'article 14 de la Constitution tunisienne, déjà, comme fondement même de la construction de l'État tunisien, en fait, elle vient pour répondre ou elle se présente comme un moyen possible d'atténuer et remédier aux disparités régionales de longue date. Et en fait, on peut dire même que la disparité régionale, elle était à l'origine même de la révolution. Ce qui veut dire, aujourd'hui, on souhaite transférer plus de compétences, on veut transférer plus d'argent pour les régions, ça veut dire les gouvernorats, l'wilayat, et on veut transférer plus d'argent vers les municipalités pour leur donner plus de moyens d'action, parce qu'on considère que la décentralisation, elle va donner plus de possibilités aux personnes qui sont plus concernées par rapport à la question de développement, de gérer leurs affaires par eux-mêmes. Autrement dit, on ne peut pas… D'accord. Bon, en fait… D'accord, Amine. En fait, il y a des points très importants que tu as soulevés, notamment que tu l'as dit clairement que la décentralisation, elle permet de répondre à un besoin d'égalité entre les régions ou bien des disparités des régions. Mais la question qui se pose, quels sont les autres bienfaits de la décentralisation? On parle beaucoup de décentralisation, tout le monde parle de ça. Allège. Pourquoi? Alors en fait, comme je l'ai dit, que peut-être c'est un choix dans lequel le gouvernement tunisien il a choisi d'aller vers la décentralisation, peut-être comme moyen, comme j'ai dit, de remédier à cette disparité régionale. Peut-être dans d'autres, on peut peut-être trouver d'autres raisons, on Bienfaits. peut trouver d'autres justifications. Mais en fait, les bienfaits, pour parler des bienfaits de la décentralisation, d'une part, elle va améliorer la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la gouvernance? Elle va donner plus d'autonomie décisionnelle pour les municipalités. Et elle va élargir leur domaine de compétences.
Ce qui fait que la municipalité, elle va devenir un acteur de développement qui est plus effectif au niveau régional. Les municipalités aussi, ils vont plutôt mettre en place des mécanismes de transparence, ils vont intégrer les citoyens dans les processus de prise de décision, ce qui va améliorer, comme j'ai dit tout à l'heure, la gouvernance, ce qui veut dire la relation de la municipalité avec les différents acteurs et également aussi les citoyens, ce qui nous ramène au deuxième point qui est la décentralisation impulse la démocratie au niveau local et régional à travers les élections directes qui sont organisées au niveau régional et local. Également, les citoyens et la société civile, ils vont participer au processus de prise de décision d'une manière plus directe et plus effective. Et on va revenir après, Fouad, bien sûr, pour expliquer quels sont les différents mécanismes. Et aussi, pour finir, le troisième facteur, c'est que la décentralisation donne aux municipalités et aux régions un rôle moteur, comme je l'ai dit, dans leur développement économique et social. Ça veut dire que la municipalité, elle va avoir pas simplement un rôle réducteur, un rôle réduit plutôt, dans lequel elle va justement proposer quelques services administratifs et également gérer quelques petits trucs, mais elle va avoir plus un rôle vraiment réel au niveau économique et social par rapport à la région. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la décentralisation, elle est déjà citée dans l'article 14, et je peux brièvement vous lire peut-être l'article 14. L'État s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, que cela doit se faire dans le cadre de l'unité de l'État. Bien sûr, cette notion d'unité de l'État, elle nous renvoie à répondre à la première critique déjà qu'on pose vis-à-vis de la décentralisation, parce que certaines personnes, ils vont se dire, est-ce qu'on va se décentraliser? Ça veut dire qu'on va diviser le pays. Est-ce qu'on va créer des régions qui peuvent peut-être aller vers l'autonomie? En fait, non. En fait, très la clair. décentralisation, elle va Très rester clair, Amine. principalement dans le cadre de l'unité de l'État. Voilà. Super. Donc, non seulement Artitna les bienfaits de la décentralisation, mais tu as répondu à une critique qui revient souvent. La décentralisation, elle peut pousser à l'éclatement de l'État. D'accord. En fait, juste, il faut être peut-être un petit point sur lequel j'aimerais bien revenir très brièvement, parce que c'est une question que tu as soulevée au début, la question de la déconcentration, et Déconcentration. je suis parti directement vers la question de la décentralisation. En fait, les deux processus, ils vont aller au même temps. Parce qu'en fait, la déconcentration, c'est quelque part, c'est un processus dans lequel l'État, elle va restructurer sa représentation au niveau des régions et au niveau des localités. Autrement dit, l'État central, elle doit quelque part, il va rester, on va dire, le château qui garde l'unité de l'État. Et ce château qui va garder l'unité de l'État, il a besoin d'une représentation dans les différents niveaux. Autrement dit, aujourd'hui, le président de la République ou pratiquement le chef du gouvernement, ils sont représentés au niveau de la région à travers le gouverneur. Après, avec ce processus de la décentralisation, on va donner plus de valeur par rapport à ce qu'on appelle aux conseils régionaux. Ça veut dire, au niveau de la décentralisation, on va définir les rôles dans les différents niveaux, soit le niveau régional on va venir et le niveau communal. Mais en fait, le processus de la déconcentration, il va décrire les représentations de l'État aux différents niveaux. Ça veut dire quel serait le rôle du gouverneur. Après, quel serait aussi le rôle d'un représentant, le mu'tamad, comment on l'appelle? Délégué. Le délégué au niveau des municipalités. Ça veut dire qu'on va trouver un certain équilibre entre la déconcentration et également la décentralisation en affectant à chacun son rôle. Voilà. Super. En parlant de rôle, en parlant de différence un peu entre la déconcentration et la décentralisation, et déjà tu as commencé à expliquer un peu ce processus en cours. Est-ce qu'on pourra entrer plus en détail sur le processus de décentralisation en cours en Tunisie? Éventuellement, Oui, un bien petit sûr. rappel d'historique, mais d'une façon très brève.
Bon, très bref, c'est un peu difficile, mais je vais essayer quand même. Alors, si on part du processus de la décentralisation en Tunisie, comme je l'ai déjà mentionné, tout a commencé avec l'article 14, qui après, il se décline dans le chapitre 7. Le chapitre 7, un petit peu, il va venir pour un petit peu expliquer d'une manière très très claire ce cadre de la décentralisation et également aussi le rôle des collectivités locales. Et là, en fait, on a déjà un petit, si vous voulez, une petite introduction vers ce processus qui sera très long. Donc, on va dire qu'à partir de 2014, on a commencé à instituer ce processus. À partir de 2014, bien sûr, la première occupation, c'était dans ce processus, c'était la communalisation du territoire. Autrement dit, le territoire tunisien il est constitué avant 2017 par 264 municipalités. Il y avait une grande différence entre ce qu'on appelle les municipalités, les délégations, et principalement entre l'espace urbain et également les zones rurales. Aujourd'hui, la première étape qui était nécessaire dans ce processus de la décentralisation, c'est de définir le territoire comme un ensemble de municipalités. Aujourd'hui, on est passé de 264 municipalités vers 300 municipalités. Donc, on a beaucoup de municipalités qui sont nouvelles, mais également, il y a beaucoup de municipalités qui ont un territoire qui est devenu plus large. Ça veut dire un nombre de population qui est plus large. Je donne l'exemple de la municipalité de Aguerb, qui est passée de 14 000 habitants jusqu'à 55 000 habitants. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape était la préparation de la loi électorale par rapport aux municipalités. Donc, il y avait un grand débat, si vous vous rappelez, pendant fin 2017 et début 2018, et on a vu que déjà les élections municipales, et on les a un petit peu à chaque fois reportées, mais en fait, on a fini par avoir un accord sur ce texte légal qui régit un petit peu le système électoral et tout ça. Et on a fini par faire les élections en mai 2018. Mais en fait, les élections n'ont pas pu avoir lieu qu'avec la finalisation du Code des collectivités locales. Donc, on va commencer, en fait, si je reviens, en fait, on a commencé par la communalisation du territoire. Après, ça suivi avec le code électoral pour les municipalités. Cela est suivi par le code des collectivités locales, les élections en mai 2018. Il y a maintenant un travail sur 40 textes applicatifs ou textes de loi qui pour mettre en œuvre tout ce qui était déjà promulgué au niveau des codes des collectivités locales. Maintenant, on va où? La prochaine étape sera la préparation d'un nouveau code électoral pour les conseils régionaux, ce qui fait en fait qu'après, il y aura bien évidemment, il n'y a pas encore de clarté sur ça, il y aura les élections au niveau régional. En fait, aussi, il y a une grande discussion maintenant aussi sur la création des districts, aussi la création de la haute instance des collectivités locales. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui sont encore en train d'être effectuées. Voilà, et je dirais que la dernière chose que le gouvernement de Lies Farfer, ils ont effectué dans ce processus, c'est la création de la consultation nationale de la décentralisation qui est présidée par M. Moussa Ben Jaffer, l'ancien président du Parlement tunisien pendant la période de Troïka qui est juste venu après les élections. J'ai essayé d'être bref, même si le sujet il est très, très compliqué. Voilà. Donc c'est clair, c'est un vrai chantier. Juste une petite mise au point. On est passé à 350 municipalités. Il y avait juste une lapsus 300. Donc 350, juste 350. Donc, vous avez dit que le processus il a commencé en 2014. Donc, c'était normalement avec avec la Constitution en 2014, la mise en place du Code des collectivités locales, oui. le nouveau partage du territoire en municipalités, régions et districts. Donc, les districts, ce n'est pas encore clair.
Oui. Il y a prochainement le nouveau code des collectivités locales, code électoral Pour les pour régions. les élections des districts. Oui. Il y a un Bon, manque, ou en fait, bien on est en train de travailler sur les différents textes d'application oui. et on verra où est Oslo. Donc ça, c'est un point, c'est une période très intéressante et un processus très intéressant qui est en train qui est en cours. La question qui se pose, à votre avis, ça va durer combien de temps? Est-ce qu'il y a des projections sur la durée de ce processus? Oui. En fait, comme peut-être je veux clarifier juste un petit point, peut-être qui est très important. Euh, En fait, il y a une nouvelle organisation territoriale qui est proposée dans ce processus de la décentralisation. Peut-être actuellement, la Tunisie, il est constitué d'un ensemble de gouvernorats et également d'un ensemble de municipalités, bien sûr, qui se confondent un petit peu avec les délégations. Et là, en fait, pour faire la différenciation, on a besoin vraiment d'ouvrir de grandes parenthèses que je vais éviter. Mais aujourd'hui, on a des municipalités ou des communes urbaines et rurales. Ça se trouve un petit peu, c'est la répartition mineure. Si on va au deuxième niveau, il est constitué de ce qu'on appelle des gouvernorats ou des régions. Par la suite, en fait, il y a ce qu'on appelle le district. Le district, mais peut-être que vais utiliser le mot arabe aqlim, peut-être pour clarifier un petit peu peut-être L'Arcalim. pour tout le monde. Mais en fait, après, en fait, au-delà du district, bien sûr, on va trouver le gouvernement central. Aujourd'hui, on a fait, ça veut dire à partir de 2018, on a fait déjà les élections au niveau municipal. Maintenant, on est en train d'aller vers les élections au niveau régional. Et en fait, le type d'élection, c'est ce qu'on appelle des élections directes. Ça veut dire, autrement dit, il y a une loi électorale et bien évidemment des listes des personnes qui vont se présenter dans un ensemble de listes. Et par la suite, on a constitué déjà les conseils municipaux et on va par la suite constituer les conseils régionaux. Au niveau du district, c'est un peu différent parce que les élections du district, ils vont être différentes parce qu'ils ne vont pas être faites d'une manière directe, mais ils vont être effectués par les collectivités locales, par les personnes qui représentent la population dans les conseils municipaux et les conseils régionaux. Donc, en fait, on va avoir des responsables, des personnes qui vont être responsables du district, mais qui ne sont pas élus d'une manière directe. Donc, ça, c'est juste une petite clarification. Pour revenir à ce processus de la décentralisation, comme j'ai dit, qui est lent et c'est quelque chose de très normal. Ce n'est pas simplement le cas de la Tunisie, c'est un petit peu des processus qui sont lents. Même aujourd'hui en France, on se dit que ce processus de la décentralisation, il est plutôt en train de faire du recul parce qu'il y a nécessairement, si on voit la Tunisie ou l'Algérie ou même le Maroc, c'est des pays qui étaient colonisés par la France et qui ont un petit peu transféré le modèle de la structure de l'administration qui pratiquement ressemble au modèle français. C'est ce qui fait que la Tunisie et nos chers voisins, ils ont un petit peu la même logique des choses. Ce qui fait que même la France aujourd'hui, qui a pris beaucoup de chemin, mais qui réussit peu ce processus de la décentralisation, peut-être ce processus en France, il a commencé en 1980, fin des années 80. Et aujourd'hui en Tunisie, on commence déjà dans les années, pratiquement, on a commencé depuis 2014. Euh, Ça va prendre du temps, bien évidemment. Le ministre des Affaires locales de l'Environnement, Riyad Lemouakher, il a parlé de ce qu'on appelle 30 ans ou un 9 x 7, un processus de 27 ans. Pourquoi on parle d'un processus de 27 ans? Parce qu'on a lié ces 27 ans par rapport à ce qu'on appelle la décentralisation fiscale ou la décentralisation par rapport au budget, si vous voulez, pour simplifier. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir une progression dans le budget qui est réservé aux municipalités. On va essayer de partir de 3% vers 6% pour pouvoir atteindre peut-être d'ici 20 ans, 25 ans, un budget qui s'élève jusqu'à 9 à 10% qui est réservé aux municipalités, ce qui fait que les municipalités, ils auront, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de possibilités d'agir dans leur localité. J'espère que j'ai bien répondu à la question.
Yatik Saha Amin. Et là, on passe à la dernière partie, qui est déjà composée en deux sous-parties. Bien sûr, quand on parle de gouvernance locale, on parle automatiquement de la participation citoyenne. Donc, la question qui se pose, euh, c'est la relation entre la gouvernance locale et participation citoyenne, et surtout, quels sont les niveaux de participation qui peuvent exister. Très bien. Alors, en fait, quelle relation? Avant d'expliquer quelle relation il existe entre la gouvernance et la participation, même si je l'ai un petit peu peut-être expliqué quand j'ai parlé un petit peu des différents acteurs qui évoluent dans la sphère, par exemple, locale. Euh, mais en fait, je vais revenir un petit peu à la perception peut-être ou à cette définition de citoyen chez Aristote. En fait, déjà, Aristote, il considère que l'individu, il considère que le citoyen athénien ou le citoyen grec est un individu qui s'investit d'un certain niveau dans le pouvoir. En fait, autrement dit, on va peut-être revenir vers les agoras athéniens dans lesquels un petit peu il y a des cercles de discussion qui vont inclure tous les citoyens dans les processus de prise de décision. En fait, ce concept, il a par la suite, il a évolué, bien sûr, chez plusieurs peut-être auteurs comme Hannah Arendt ou autres, ou Arnold à l'ouvrage de Pierre Mendès sur la République moderne, où on va en fait différencier un petit peu le citoyen comme acteur politique par la simple participation dans des élections vers ce qu'on appelle un citoyen qui est actif et un citoyen qui va vraiment intégrer le processus de prise de décision. En fait, c'est un petit peu pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus de la participation citoyenne, si vous voulez. Parce qu'en fait, certains auteurs, ils parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle l'ère de la post-démocratie. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'ère de la post-démocratie? C'est que ces dernières décennies, on a vu un grand recul dans le nombre de personnes qui partent voter. Et c'est un syndrome qui atteint pratiquement plusieurs pays européens et des grandes démocraties comme la France ou même les États-Unis. Et en fait, et là, ce recul, il vient du fait que les citoyens n'y croient plus dans la politique. Et quand on dit qu'ils n'y croient plus dans la politique, c'est qu'ils n'y croient plus dans cette classe politique qui gouverne. Autrement dit, parce que en fait, le citoyen, il va aujourd'hui simplement entendre des promesses, il va peut-être aller voter, mais par la suite, il va peut-être voir qu'il n'y a pas vraiment un travail qui se fait, qui ressemble un petit peu à ce qui était déjà présenté ou ce qui était déjà avancé par l'élu en lui-même. Donc en fait, ce recul qu'on est en train de vivre, cette ère de post-démocratie, il a ramené peut-être certains pays ou certains auteurs à remettre en place un petit peu, à remettre en place ce rôle de citoyen décrit par Aristote qui est là pour prendre un petit peu part du processus de décision. Et si on va lier ça avec la question de la gouvernance, qui est aussi, je dirais, assez nouvelle, pas nouvelle dans la littérature ou dans la pensée politique, mais qui est nouvelle aujourd'hui sur les plateaux de télé ou sur les discussions en général, quand on parle de politique publique, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance, elle va redonner beaucoup plus de poids par rapport au rôle de citoyen. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la gouvernance, elle va initier un travail de dialogue, de coordination entre les différents acteurs qui se retrouvent dans une sphère bien déterminée
pour décider ensemble comment avancer vers une meilleure gestion de l'État. Ça veut dire que… D'accord, Amin. Voilà. Amin. Là, il nous reste clairement 10 minutes. 10 minutes et après, on passera aux questions des participants. Oui. C'est clair, quand vous venez de parler clairement de participation collective ou bien de décision collective. Donc, quels sont ces niveaux de participation? D'une façon claire, nette et précise. 1, 2, 3, 4. Alors en fait, bon, je vais pas peut-être revenir, je vais peut-être revenir bien évidemment vers ces différents niveaux, mais peut-être je commence par une échelle, ce qu'on appelle l'échelle de la participation citoyenne, qui est présentée par le chercheur ou le sociologue américain Shiri Einstein, qui un petit peu présente peut-être trois approches. En fait, il parle au début de ce qu'on appelle le lieu de l'absence de la participation. Et là, en fait, on s'intéresse qu'aux préoccupations des gens. En fait, on ne s'intéresse pas aux gens dans le sens où ils vont participer réellement au processus de prise de décision. Et là, on va parler de thérapie, on va parler de manipulation politique. Là, en fait, c'est un lieu, on va dire, dans lequel peut-être plusieurs États aujourd'hui ils sont encore en train de sombrer. En fait, après, on va voir deux niveaux qui sont très différents. Et là, en fait, on va voir ce qu'on appelle, il va initier un concept qu'on appelle la participation symbolique. Ou un petit peu, c'est un rituel pour canaliser le mécontentement des gens. Et là, en fait, on va voir peut-être les municipalités ou également les gouvernements travailler plus sur ce qu'on appelle l'information. Et là, en fait, on va mettre, si tu veux, Fouad, c'est le premier niveau de la participation, c'est informer les gens. C'est le minimum qu'on peut faire. Et là, en fait, les municipalités, ils vont mettre à disposition les PV, ils vont informer par rapport aux services, ils vont faire un effort pour mettre les populations au courant. Par la suite, en fait, on va partir vers ce qu'on appelle la consultation. Et là, en fait, on va consulter les gens sans pour autant les intégrer dans les processus de décision. Ça veut dire qu'on va entendre simplement leurs avis par rapport à des thématiques bien déterminées. Ou également, on peut aller aussi vers ce qu'on appelle l'implication. On va les impliquer d'une manière directe, mais sans pour autant que leurs décisions ils sont vraiment pris en considération ou effectifs. Après, en fait, Einstein, il propose un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui la participation effective. Et là, en fait, on parle d'un certain pouvoir qui est donné aux citoyens. Et là, en fait, on parle beaucoup plus de partenariat, on parle beaucoup plus de délégation de pouvoir, et on peut même parler de contrôle direct, où le citoyen, il va vraiment venir d'une manière directe prendre des décisions au niveau local. Et là, en fait, la première question qui va se poser par rapport à ces différents niveaux peut-être de participation, et là, en fait, je ne me suis pas peut-être référé en fait, par rapport à cette présentation ou cette peut-être échelle habituelle qui est présentée généralement dans la documentation, présentée dans plusieurs peut-être références. Et là, en fait, on va parler peut-être plus d'information, on parle après de consultation et concertation, et après, on va parler de codécision. Là, en fait, on peut partir même vers des niveaux qui sont supérieurs à ça. Je dirais, pour revenir à cette critique majeure, et je finirai avec ça, Fouad, aujourd'hui, on va se poser la question quelles sont les limites entre la démocratie représentative et également la démocratie participative ou la participation citoyenne. D'une part, on a les citoyens qui vont aller aux urnes pour choisir des personnes qui vont gouverner, mais en même temps, les citoyens qui sont présents dans la sphère de prise de décision d'une manière plus proactive et qui vont prendre des décisions. Alors, est-ce que d'une part, on va déléguer la décision à des élus ou on va être plutôt présent au niveau de processus de prise de décision? Et là, en fait, ça reste un sujet qui peut porter débat. Voilà. Yatik Saha Amin. Et on va terminer avec un dernier point qu'on pense aussi très important. Quand on parle de participation citoyenne,
On Oui, parle bien de participation effective, hein. oui. Et quand on parle de les différents niveaux de participation, c'est clair, pour nous, c'est très important de terminer avec cette partie qui parle de les mécanismes de participation. Donc, Bon, selon vous, quels sont les différents mécanismes de participation qui existent et éventuellement qu'on devra intégrer? B, c'est une bonne question. Alors, En juste une minute, en 5 minutes, et ça sera tout. B, euh, merci, Foued, encore pour la question. Euh, bon, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, je peux d'une part présenter quelques mécanismes très rapidement, mais aussi peut-être dans un autre cadre, on peut même revenir à étudier le cadre juridique de la démocratie participative en Tunisie, parce que d'une part, on a la Constitution, et là je reviens peut-être à l'article 139 de la Constitution, ou également à l'article 32, qui viennent peut-être valoriser euh, cette participation citoyenne, aussi le renforcement du pouvoir local, de la transparence également, et aussi il y a beaucoup d'articles au niveau des collectivités locales, comme l'article 29, l'article 30, l'article 31, 32 et 33, l'article 35, en fait, et là, l'article 78, même 119, là, en fait, on peut même peut-être dans une autre, comme j'ai dit, peut-être dans un autre contexte ou dans un autre webinaire, on peut revenir vers ces différents articles avec les détails vraiment de chaque article. Mais en fait, je vais peut-être, pour simplifier peut-être les choses, je vais peut-être proposer quelques exemples de mécanismes de participation euh, D'accord. par Mhm. rapport à chaque niveau. Quand on parle, par exemple, de l'information, il y a les mécanismes les plus connus, il y a l'affichage public, et il y a les portails de la ville, le site web et également les médias sociaux qui sont très utilisés maintenant par les municipalités. Il y a par exemple l'intervention des responsables communaux dans les médias, chose qu'on est en train de voir de plus en plus maintenant au niveau soit des médias régionaux ou parfois les médias même nationaux quand il s'agit de sujets qui sont assez complexes. On parle aussi de la participation des citoyens dans les assemblées du conseil municipal ouvert. Là, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'information. Quand on parle de plutôt le deuxième niveau et troisième niveau, peut-être on peut les rapprocher et on parle de consultation et concertation. On parle aussi des mécanismes comme la gestion de plaintes. On parle aussi comme les questionnaires pour l'évaluation des citoyens de la qualité des services. On parle aussi de la planification urbaine stratégique. Et là, on peut parler par exemple de PAI en Tunisie, le plan Annuel d'investissement d'investissement. annuel d'investissement. On parle également des réunions du conseil, ce qu'on appelle les réunions publiques qui sont organisées par les municipalités. On parle aussi de certaines municipalités qui organisent des tables rondes. Euh, Si on part vers le dernier niveau, qui est la codécision, et là, le citoyen, comme j'ai dit, il va jouer plus un rôle effectif dans le processus de prise de décision. Là, on va parler plutôt de conseil de citoyens. On va aussi parler de la participation citoyenne à la budgétisation. Et là, en fait, on parle par exemple, on parle du budget participatif. Et là, en fait, il y a des différences peut-être entre budget participatif et PAI, parce que, bon, c'est un long sujet aussi. Donc, voilà quelques mécanismes et je dirais, et je finirai par dire que tous ces mécanismes-là, ils sont repris, comme j'ai dit, dans les différents articles des codes des collectivités locales. Et je donne un Encore une exemple. minute. Je donne un exemple très simple. L'article 29, par exemple, du Code des collectivités locales, il impose peut-être aux municipalités d'intégrer les habitants et également la société civile dans l'élaboration des programmes de développement et d'aménagement du territoire. Euh, il y a plusieurs exemples aussi sur lesquels je peux revenir, mais en fait, bon, on n'a pas le temps pour ça, peut-être une autre fois. Voilà. Yatik Sahamin, merci beaucoup. Donc, éventuellement, on reviendra sur certains points selon les questions des participants. Donc, il est 19h19. On ouvre la possibilité aux questions. Pour les différents
participants, si vous avez une question, vous pouvez soit la poser de vive voix ou bien de rédiger un commentaire et je la poserai à votre place, plutôt dans le chat. Donc, on attend vos différentes questions, sinon je continuerai à poser des questions. Mhm. Sophie, vous avez une question? Oui, bonjour Aslema et merci beaucoup pour ce webinaire très très intéressant. Alors du coup, j'ai deux questions. Oui. La première concerne justement le dernier point sur l'aménagement du territoire et voilà disons l'engagement en fait des municipalités à impliquer les citoyens à des niveaux plus élevés de décision, pas juste de la consultation. Enfin, voilà le tout dernier point abordé, j'aurais aimé avoir des détails. Et ma deuxième question, c'est justement, vous parliez des différents mécanismes d'information, de consultation, de codécision, etc. Donc moi, je me demandais si vous aviez des retours d'expérience sur des mécanismes pendant cette période très particulière de confinement et de restrictions successifs. Bon, je sais qu'en Europe, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Mais comment quelles initiatives on peut mettre en place dans un contexte où on n'a pas forcément l'équipement, en fait, la connexion Internet, tout le matériel requis. Et comment, justement, par conséquent, ne pas exclure toute une frange de la population de ces consultations en cette période où là, justement, l'implication des citoyens est plus que salutaire et plus que nécessaire. Voilà, merci beaucoup. Aïcha. Très bien, Sophie. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Oui, pardon. Donc, je m'appelle Sophie Angot et je travaille justement sur ces questions Fil Koulouen en Tunisie, avec donc pour le projet Autrement qui vient de débuter. Et donc, je travaille avec la municipalité de Kairouan et de Mehdia sur Super. ces questions d'aménagement du territoire, mobilité active et participation citoyenne. D'où ma présence ici. Merci beaucoup, Beaucoup. Sophie. Amine, Merci. en 2 minutes, tu peux répondre aux Bon, 2 questions. bon, 2 minutes, c'est très peu, mais bon, je vais essayer de toute façon. Alors, en fait, je commence par l'aménagement du territoire. En Tunisie, c'est le ministère de l'Équipement qui est chargé de ce qu'on appelle le plan d'aménagement urbain. Et en fait, habituellement, ce qui se fait généralement, c'est qu'il y a un ensemble d'experts qui va travailler sur les plans d'aménagement urbain dans chaque municipalité pour, bien sûr, délimiter les différents territoires. Bon. Ça, c'est ce qui est habituellement fait. Et les municipalités, chaque municipalité, elle a son propre plan d'aménagement urbain. Mais en fait, on revient aux municipalités d'avant Révolution ou d'avant, je dirais, 2017, principalement, avant la communalisation du territoire. Les municipalités, elles étaient principalement des municipalités urbaines. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, on dispose que des plans d'aménagement urbain pour la partie urbaine, ce qui est logique, des municipalités qui sont les plus anciennes. Ce qui est prévu actuellement, c'est qu'il y a un travail qui doit se faire sur déjà l'élargissement des plans d'aménagement urbain pour contenir tout l'espace communal pour chaque municipalité et également un travail sur les plans d'aménagement urbain pour les nouvelles les municipalités nouvellement créées. C'est un projet qui est assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu, dont il y a, comme j'ai dit, le ministère de l'Équipement, il y a le ministère des Affaires locales. Donc, et bien évidemment, ce processus, il y a la nécessité d'intégrer les citoyens dans ce processus, dans ce processus d'élaboration de nouveaux plans.
Mais après, quand on parle parfois aussi de petits projets, comme si on prend des thématiques comme la mobilité urbaine qui s'intègrent dans les plans d'aménagement, qui s'intègrent aussi dans l'aménagement urbain, ou qu'on parle aussi des plans d'éclairage ou également d'aménagement d'espaces verts, là, en fait, les municipalités, ils sont en train de prendre des initiatives à travers plusieurs projets, de consulter les citoyens d'une manière directe pour prendre leurs avis par rapport à ces différentes thématiques. Donc, en fait, il y a déjà un grand processus qui est le plan d'aménagement urbain, qui est d'une part géré d'une façon ou d'une autre. C'est la mise en place et l'actualisation de certains plans, mais il y a aussi un travail qui est assez un petit peu plus restreint sur des mini-thématiques qui se fait aussi d'une municipalité à une autre d'une manière très différente. Et cela, bien sûr, il va un petit peu être selon les besoins de chaque municipalité. Mais aujourd'hui, le Code des collectivités locales, il invite d'une manière directe les municipalités à intégrer les citoyens dans différentes consultations, à participer dans les discussions qui se font à travers ces mini-projets qui sont mis en place par les municipalités. Pour la deuxième question, les expériences, personnellement, j'ai eu la possibilité de travailler beaucoup sur les mécanismes de participation citoyenne. Sincèrement, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place soit par la GIZ ou soit par d'autres bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes. Et là, en fait, on peut parler de la participation des jeunes, la participation des femmes. Il y a beaucoup d'expériences. Mais en fait, pour revenir à votre question d'une manière très, très directe, dans la période de Covid, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce qu'on a pu vraiment faire des consultations ouvertes? Non. Est-ce qu'on a pu mettre des plateformes dans lesquelles on va inviter les gens à discuter et à donner leurs avis? Non également. Mais ce qui est en train de se faire, c'est qu'on s'est limité à des niveaux qui sont assez bas. Ça veut dire qu'on a travaillé beaucoup sur l'information, à répondre aux questions des gens à travers peut-être les réseaux sociaux et également à travers les sites des municipalités. Mais nous avons aussi travaillé un petit peu sur ce qu'on appelle les mécanismes de redevabilité. Et là, en fait, soit à travers des enquêtes de satisfaction citoyenne ou également à travers la gestion de plaintes, autrement dit, la gestion des différentes requêtes qui sont venues, qui sont présentées à travers les différentes plateformes comme les sites web ou également les médias sociaux. Voilà brièvement une réponse assez rapide par rapport à votre question. Yatik Sah Amin, merci beaucoup. Là, on passe, on a un deuxième intervenant, c'est Éthocratique. J'aimerais bien connaître le vrai prénom. Allô. Éthocratique, vous avez la parole. Bonsoir. Je suis Khaled. Vous m'entendez bien donc? Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Désolé si je m'étais un peu emporté tout à l'heure sur la conversation. Au sujet qui est organisé, qui est vraiment, dont le thème est extraordinaire, gouvernons ensemble, c'est un peu ce qu'on essaye de faire en 35 000 ans, quoi. Je vais me présenter peut-être brièvement et puis j'espère qu'on pourra travailler ensemble à la fin. Avec plaisir. Et, en fait, donc, je suis architecte diplômé de l'École spéciale d'archi à Paris et je suis docteur en architecture des lieux du pouvoir politique en Tunisie indépendante. Et en ce moment, je suis coordinateur du programme Tunisien Smart Cities à l'Institut tunisien des études stratégiques. Et en fait, nous avons un super programme qui organise les activités par produit. Notamment, nous avons de la prospective, du plaidoyer, du renforcement de capacité, du suivi et évaluation. Tout ça pour faire du développement sociétal et de l'aménagement territorial et urbain durable. Et en fait, donc, à un certain moment, en fait, ce sur quoi je voulais réagir, surtout sur cette question de gouvernement ensemble, c'est que c'est vrai que la décentralisation, c'est nécessaire. Mais en fonction de comment on va la faire, elle va être plus ou moins suffisante. Autrement dit, en fait, le truc, c'est que la décentralisation, c'est nécessaire parce que, effectivement, c'est un système qui est parallèle à la gouvernance décentralisée qui est élue, alors que la décentralisée est nommée. Et donc, quand elle est nommée, en fait, elle va mettre en œuvre le projet central.
Alors, pour pouvoir avoir de la participation, la décentralisée, elle, est élue, donc elle représente le peuple. Seulement, le problème, c'est que l'élection n'est pas un garant de la représentativité, parce que ceux qui ont des capacités cognitives ou financières supérieures aux autres vont être plus capables de, ça veut dire, d'être élus. Et donc, c'est une catégorie, c'est une certaine catégorie socio-professionnelle qui le sera aux dépens des autres. Et le problème, à la limite, si c'était que ça, le truc, c'est que même le tirage au sort n'est pas un garant de la pertinence, c'est-à-dire l'inclusivité des décisions publiques, puisque quand on voit justement la classification aristotélicienne des types de pouvoir, on voit que quel que soit le mode de désignation des représentants, il y a les deux possibilités de redistribution des richesses. Donc la redistribution des richesses inclusive ne dépend pas du mode de sélection, alors que c'est toujours comme ça qu'on nous a vendu la démocratie. Et encore aujourd'hui, ce qu'on nous dit démocratie par les élections, si on revient au tableau d'Aristote, c'est faux, la démocratie, c'est par tirage au sort. Et après, on nous dit non, tirage au sort, c'est pas possible parce que les gens ils sont trop cons. Ouais, mais mec, ça fait 250 ans que ceux qui sont. Et c'est toujours la monarchie. Et donc, si l'inclusivité de la redistribution des richesses ne dépend pas du mode de sélection, de quoi dépend-elle? Eh bien, l'hypothèse qui se confirme, c'est qu'elle dépend de la user-friendliness des composantes de l'État, qui sont la Constitution, l'Assemblée législative, le gouvernement et la théorie d'aménagement urbain. Et donc, à un certain moment, en fait, on se rend compte que l'État, il n'a pas évolué depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. En fait, l'Assemblée législative hémicyclique, c'est le paradigme romain. Ça veut dire, c'est ça avec quoi on divisait pour mieux régner. On légitime la décision de la majorité, indépendamment de sa cohérence, à la situation, donc aux priorités territoriales et sociales. Et bien sûr, si elle ne le représente pas, on ne peut pas connaître ces priorités. Donc, on ne peut pas savoir dans quelle mesure la décision va augmenter ou réduire les disparités. Et du coup, ça ouvre la porte à la financiarisation et la démagogie politique, puisque du coup, ceux qui ont de l'argent, ils vont acheter les députés, ils vont faire passer les décisions qui les intéressent aux députés et autres ministres, etc., de simuler l'impuissance et l'incompréhension et le fait que de toutes les façons, ce soit global et que c'est systémique, ça veut dire de démagogie. Et, euh, et en fait, ces décisions, elles sont simples. Il y en a trois. Normalement, on devrait les connaître, mais tout ça, c'est brouillé. Il y a trois choses qui sont importantes dans la politique. Le niveau du salaire de base, qui paye des impôts, qui récupère les subventions. C'est ça le fond de la politique. Aujourd'hui, on voit que quand on dit quel est le niveau du salaire de base, normalement, si on veut faire du développement social inclusif, le salaire de base doit permettre l'accès universel à une qualité conventionnelle de droit aux services de base. Ça veut dire, si on calcule, ça fait 1500 dinars par mois. Mais après, les entrepreneurs, ils vont crier à la compétitivité. On va leur dire, OK, il n'y a pas de souci. On diminue le salaire de base à 400 dinars, par exemple, de quoi avoir à peine accès au logement et à l'alimentation, histoire de ne pas faire pire que l'esclavage, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, les gars qui sont entre le salaire minimum et les besoins minimums pour avoir accès aux services, eux, au moins, ils ne doivent pas payer des impôts et c'est eux qui doivent récupérer les subventions. Et bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gars qui sont payés entre 600 et 1500, ils sont prélevés à la source. TVA, taxe aveugle. Les entreprises, elles récupèrent la TVA. La loi de développement régional, elle subventionne jusqu'à un plafond de 5 millions de dinars les investissements, ça veut dire avec un maximum de 25%, pour créer des emplois. Elle récupère les subventions, elle ne crée pas d'emplois. De toute façon, les emplois à 350, c'est de l'esclavage. Ou même 500, 600. Aujourd'hui, 60% de la population touche moins que 800 dinars par mois. Et sans parler de la caisse des dépôts, enfin, de la caisse des compensations qui, elle, a une efficacité de 13%. Ça veut dire qu'elle rembourse la consommation. Ceux qui ont le plus d'argent consomment le plus. Elle est en train de rembourser aux riches. Et tout ça, donc tu vois, et après on nous dit, oh, on ne sait pas ce qui se passe, nous. Mais mec, vous êtes en train de voter les lois qui bousillent tout, de quoi tu parles? Vas-y, viens. Donc en fait, tu vois. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous proposer des axes éventuellement de solutions pour améliorer le système? C'est là où j'étais en train d'en arriver, c'est-à-dire que Super. le problème, en fait, c'est ce qu'on appelle des symptômes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on appelle l'étiologie, donc la cause, la partie immergée de l'iceberg, c'est la gouvernance, dans la mesure où le cadre légal, les institutions et les territoires ne représentent pas d'une manière compréhensible par tous les obligations et les résultats, il y a cette démagogie qui est possible. Donc, pour que la démagogie ne soit pas possible, il faut que le cadre légal, les institutions et les territoires représentent de manière compréhensible. Donc, ce qu'on appelle cadre légal, c'est une constitution en 150 articles pour définir 6 droits au service de base, et il y en a 3 qui manquent. Tu vois, et donc, du
coup, si on avait une constitution en 10 articles dans laquelle tu as 3 articles pour les valeurs, 6 articles pour les droits et 3 articles pour les institutions. Les institutions. Et tu dis pas le rôle de l'Assemblée, c'est de voter les lois. Voter les lois, c'est pas une fin en soi. Le rôle de l'Assemblée, certes, à travers le vote des lois, c'est la redistribution des ressources pour réaliser la péréquation territoriale et sociale. Et donc, du coup, ça, c'est la Constitution. Après, tu as une assemblée législative qui représente le taux de réalisation de chaque droit dans chaque territoire, histoire de connaître la situation, de savoir qui est prioritaire et de savoir si la redistribution, elle va augmenter ou réduire les disparités. Tu as un gouvernement qui est composé d'autant de ministères que de droits, parce qu'en fait, les ministères, ils sont responsables de la territorialisation des programmes législatifs. Il ne faut pas qu'il y en ait qui servent à rien, ça coûte de l'argent pour rien. Et en plus, ça dilue la responsabilité. En fait, ça réduit la reconnaissance des droits, donc qui est responsable des droits, donc après, plus personne n'est responsable. Et après, tu as ce qu'on appelle la Human Rights-Based Approach to Urban Planning. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une refonte territoriale. En fait, aujourd'hui, comme je vous ai dit, à la base, je suis architecte urbaniste, donc ça, c'est ma spécialité de base. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que les villes, à l'échelle internationale, elles sont caractérisées par 3 catastrophes majeures qu'on appelle la gentrification, la congestion, la circulation, quoi, et l'étalement urbain. Et en fait, ça vient du fait que les 3 outils de la ville, qui sont les repères, ça veut dire les équipements socio-collectifs de services de base, les réseaux urbains et les tissus d'habitat, ils ont des configurations qui sont les moins performantes sur l'échelle de performance. Et donc, tu vois que, par exemple, aujourd'hui, on a les bâtiments publics des services, tu vois, comme les ministères, par exemple, pour ce qui est la gouvernance, ouais, elle a les hôpitaux pour la santé, ouais, elle a les cinémas, les théâtres, les universités pour l'instruction, tout ça, tu vois, les gares pour le transport, le marché pour l'alimentation. Eh bien, tout ça, ce soit pas tout au même endroit, parce que quand c'est tout au même endroit, ça fait des quartiers administratifs, et du coup, il n'y a plus de vie. La ville, c'est caractérisé par la mixité. Donc, si tu commences à avoir un quartier d'une seule fonction, ça marche pas. Et en plus, ceux-là, ils deviennent de plus en plus chers. Les pauvres, ils sont relégués de plus en plus en périphérie. Du coup, on ne peut pas faire du transport collectif efficace. Du coup, c'est la voiture. Du coup, c'est les congestions. Donc, tout ça. En plus, la communication institutionnelle sur le projet sociétal, elle ne se fait pas puisque tout est au même endroit. Et donc, ça fait, en parallèle des zones résidentielles qui consomment les espaces ruraux et naturels, qui stigmatisent les vulnérables en périphérie et qui demandent donc plus de déplacements polluants. Donc la solution, c'est de faire des villes qui sont structurées le long des équipements, qui sont redistribués sur un axe médian et qui sont reliés par un axe central dans lequel il y a tous les modes de déplacement collectif et dont les abords sont densifiés à la norme internationale de 10 000 habitants par kilomètre carré. Et c'est un peu ce qu'on fait. Nous, on bosse sur ça. Là, quand je dis on fait du plaidoyer, du renforcement de capacité, on est déjà à une quinzaine de villes. On est en train de mobiliser les PTF sur la production des études et sur... Mais mec, tu rigoles, je peux parler encore longtemps, tu vois, mais le plan... C'est super, franchement, c'est une superbe intervention. Est-ce que vous pouvez clôturer ou bien poser une question à Amine? C'est quoi votre numéro de téléphone? Je vais vous laisser en commentaire pour tout le monde. Justement, pour peut-être faire commenter très rapidement. Très rapidement, Amine. Hein? Rapidement. Mais on a d'autres questions. D'accord. En fait, sincèrement, c'est une discussion qui peut prendre des heures parce qu'en fait, vous avez déjà commencé peut-être ou vous avez déjà ouvert beaucoup de portes vers déjà peut-être la situation économique et la relance. Vous avez aussi ouvert des portes sur la question des politiques publiques. Je crois que peut-être Foued et le cabinet, peut-être qui organise aujourd'hui cette intervention, il aura peut-être la possibilité de traiter ce genre de discussion peut-être avec d'autres experts dans la matière. De ma part, je dirais peut-être 2-3 choses très rapidement. Peut-être que on définit aujourd'hui la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple, ou peut-être il y a peut-être la définition la plus connue, c'est la souveraineté du peuple. Et en fait, là, personnellement, je ne suis pas très partisan peut-être de cette définition. D'ailleurs, en fait, j'aime beaucoup la critique de Raymond Aron par rapport à
par rapport à cette définition. Et là, pour reprendre ce que vous avez dit, là, en fait, on peut revenir même vers vers ce qu'on a peut-être l'ouvrage, peut-être de Condorcet ou de Kenneth Arrow sur la représentation élective. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour cette raison que je change un petit peu, ou je préfère la définition de Raymond Aron, que peut-être je cite comme elle est. La démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. S'il vous plaît, je pourrais réagir à ça une seconde? De préférence, très brièvement. Parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir. Vas-y, très brièvement, oui. Aron qui répond très bien. Raymond Aron, il dit être de droite ou de gauche, c'est être hémiplégique. Et droite et gauche, ça vient de la forme de l'Assemblée. En fait, je ne vais pas répondre, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. En fait, j'ai voulu juste faire un petit retour. Peut-être la deuxième chose que je souhaiterais dire très brièvement aussi, que la question que pose aujourd'hui la thématique de la gouvernance et qui est fondamentale et qui me paraît peut-être parfois délaissée par certaines, peut-être même praticiens, c'est la question de ce qu'on appelle la gestion des dialogues multi-acteurs. Parce que techniquement, d'un point de vue technique, les solutions possibles, il y en a. Et parfois, peut-être certaines personnes, ils croient que les ressources financières, on n'en dispose pas. Je dirais que non, mais je dirais que la gestion des processus multi-acteurs, ou ce qu'on appelle les processus dialogiques, se pose comme challenge majeur dans la gestion de développement aujourd'hui. C'est bon, Amine. il y a notre ami Samia. C'est très intéressant, franchement, mais je pense qu'on aura d'autres débats encore plus intéressants. Il y a notre ami Samia Lioma qui veut intervenir depuis longtemps, donc on lui donne la possibilité d'intervenir. Samuel Lioma. Merci. Je suis étudiant au CIEDEL en France. J'ai quelques petites questions, je vais aller très rapidement. J'aimerais qu'on me donne un peu les limites de la décentralisation. La décentralisation, c'est un processus, mais quelles sont ses limites? La deuxième question, c'est, j'aimerais savoir quelles sont les compétences pour les 3 niveaux de décentralisation dévolus au niveau de la Tunisie. Quelles sont les compétences pour chaque niveau? L'autre question que j'ai aussi, c'est au niveau de la maîtrise d'ouvrage de la municipalité de compétences. Et la dernière question, s'il pouvait nous parler encore plus du budget participatif. Merci. D'accord. Est-ce que toutes les questions sont claires ou bien on demande des clarifications, Amine? Alors, en fait, j'ai bien noté les 3 questions. Alors, pour parler un petit peu de la limite de la décentralisation, peut-être, tout à l'heure, j'ai présenté un petit peu, on va dire, l'extrême de la décentralisation. Peut-être on a vu peut-être des choses dans ces dernières années, comme on a vu, par exemple, en Espagne, cette volonté peut-être de séparation de, comment s'appelle, la région qui a voulu peut-être, qui s'est révoltée pour peut-être créer un État à côté. En fait, c'est quelque part, ça, c'est la limite. Ça veut dire qu'on va créer des régions, des grandes régions, qui vont devenir vraiment autonomes et qui peuvent peut-être, à la limite, se séparer de l'État, parce qu'en fait, il y a parfois certains pays qui sont construits par des différences majeures entre le nord et le sud. Ce n'est pas le cas de la Tunisie, parce qu'en fait, la Tunisie, c'est un pays à la limite dans lequel c'est une majorité musulmane, sunnite. Il n'y a pas vraiment de différence ethnique très profonde qui peut peut-être créer ce genre de risque, si vous voulez. Mais en fait, ça pourrait être. Bon, c'est discutable à la limite. Aussi, en fait, les limites, c'est un petit peu aussi d'entrer dans ce qu'on appelle les effets tunnels. Qu'est-ce que ça veut dire, effet tunnel? Ça veut dire qu'on va commencer à partir dans des projets qui sont très longs. En fait, on va travailler surtout sur
des processus qui vont se faire au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque administration. Et là, en fait, c'est carrément une reconstruction même de l'État. Et là, en fait, on risque un petit peu de se perdre dans tout ça. Et là, en fait, les domaines de compétences et de responsabilité, ils peuvent se perdre. Pour la deuxième question, je dis peut-être qu'est-ce qu'il est aujourd'hui en Tunisie, qu'est-ce qu'on a transféré réellement. Là, en fait, peut-être, je parlerai brièvement des compétences actuelles des municipalités tunisiennes pour par la suite dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Au niveau des municipalités, en fait, la municipalité, elle gère elle a un département de développement urbain, elle fait de la gestion budgétaire, elle gère la propreté, elle gère d'une manière très minime la santé, et là, santé et hygiène, mais c'est très, très réduit. Développement économique, vraiment d'une manière très, très brève. Elle a peut-être aussi un service social et les familles qui est très, très aussi petit. Aussi, il y a les travaux publics et les services administratifs. Mais ce que vraiment les municipalités gèrent d'une manière très directe et indépendante, c'est les services administratifs, c'est la propreté, c'est le développement urbain et les travaux publics et bien sûr la gestion budgétaire. Qu'est-ce qu'il s'ajoute dans le cadre de cette décentralisation? En fait, la municipalité, elle va se retrouver aujourd'hui à gérer plus ce qu'on appelle les compétences transférées. En fait, il y a un rajout par rapport à la gestion des établissements d'éducation. Il y a un rajout par rapport au rajout de la gestion des établissements sanitaires, qui sont d'habitude gérés par le ministère de la Santé. Il y a la gestion des établissements sportifs, qui sont habituellement gérés par le ministère de la Jeunesse et du Sport, et aussi la gestion des établissements culturels. Et là, en fait, il y a un point très important à préciser, c'est que là, les municipalités, ils vont plutôt gérer les locaux, mais ils ne vont pas gérer les personnes qui vont travailler dans ces locaux-là. Ça, c'est la deuxième question. Je crois que j'ai oublié la troisième question. Peut-être si vous pouvez répéter. Il a demandé aussi de parler plus de l'expérience du budget participatif. Le budget participatif. Alors, en Tunisie, il y a plusieurs expériences qui ont peut-être atteint plusieurs municipalités. Personnellement, notre projet, on a travaillé beaucoup sur ça avec l'association Action Associative. En fait, qu'est-ce qu'on a fait exactement dans le budget participatif? Simplement, en fait, on a approché certaines municipalités, on a essayé de les convaincre de mettre un budget par rapport à une thématique qui sera déterminée par les habitants. Bien sûr, il y avait des questionnaires, on a posé des questions aux citoyens. Je vais vous donner l'exemple de la municipalité de la Marsa. Ils ont pris comme thématique l'éclairage public. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la municipalité elle a réservé une enveloppe de 500 000 dinars pour refaire pratiquement soit l'entretien de certaines zones ou également l'implémentation d'éclairage public dans de nouveaux quartiers. Par la suite, on a essayé de faire quelques réunions avec les citoyens en les divisant, en essayant de les diviser en quartiers et également pour sélectionner des responsables de quartier. La deuxième étape, c'était des discussions au niveau des quartiers. On a essayé un petit peu d'expliquer comment ça fonctionne, le budget, techniquement, comment ça se passe. Après, il y avait des discussions au niveau des quartiers. Il y avait même des votes au niveau des quartiers qui se sont faits. Par la suite, les responsables de quartier, ils se réunissaient un petit peu pour travailler sur un plan, où vous voulez, un petit peu sur les différentes propositions qui étaient proposées par les citoyens. Par la suite, il y avait d'autres réunions pour voter les meilleures peut-être alternatives ou peut-être pour pencher vers des alternatives ou des priorités parmi d'autres. Et ça, en fait, c'est les citoyens qui ont fait ça. Et généralement, l'aboutissement, il était très, très intéressant parce qu'en fait, il y avait de grands débats sur l'intégration de poteaux d'éclairage dans les quartiers on va dire les quartiers, ce qu'on appelle peut-être des quartiers populaires, dans lesquels il y a beaucoup d'habitations qui étaient construites sans autorisation. Au début, la municipalité n'a pas accepté de mettre en place de l'éclairage public parce qu'elle considère que ce territoire, déjà, il n'est pas normalement fait
pour des habitations, mais par la suite, à travers ces discussions, c'était possible un petit peu d'intégrer de l'éclairage public et c'était une première étape pour régulariser la situation de ces quartiers-là. J'espère que... Yatik Saha Amin. Merci beaucoup, Amin. On ouvre un dernier tour de questions, s'il y a des questions. Sinon, on pourra clôturer s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien même des remarques à proposer? Oui, vous avez la parole. Merci. En fait, c'était pour poser la question, parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de choses qui peuvent paraître plutôt passer à l'échelle centrale, mais à l'échelle locale, il est tout à fait possible d'avoir aussi des propositions qui vont dans le même sens, notamment, par exemple, ce qu'on appelle les frontons des mairies. Alors, si c'est pour nous dessiner Marianne et que plus personne sait ce que c'est la République, autant mettre justement des adaptations de ce dont on a parlé au central localement. Donc, ma question, c'était comment pensez-vous qu'on pourrait légiférer ou institutionnaliser le fait que les mairies mettent au-dessus de leur portail une constitution en 10 articles, un tableau qui montre les différents droits, les différents territoires et le plan d'aménagement urbain avec sa barre de loading, quoi. Le fait que c'est en train d'avancer de l'existant vers le projeté. C'est clair, Amin? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que, est-ce que vous parlez de l'accès à l'information? Je ne sais pas. Oui. Au-delà, il est sur Internet, parce que Internet, c'est vrai, on y va même quand, ça veut dire quand on s'ennuie, mais des fois, quand on circule dans la ville, il y a aussi des affichages urbains. Oui. Et il y en a qui sont plus ou moins institutionnels. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que, justement, la ville, elle communique sur la politique, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on communique vraiment sur la politique dans la ville. Ça peut être une bonne question. Bon, en fait, je vais peut-être commencer peut-être par répondre par rapport au cadre légal aujourd'hui qui existe. Aujourd'hui, les municipalités, ils sont dans l'obligation de mettre à disposition, déjà d'ouvrir les portes pour ce qu'on appelle les réunions publiques ou ce qu'on appelle les en fait, à partir de là, en fait, les citoyens, ils vont venir et bien évidemment, ils vont parler de leurs problèmes. Là, en fait, ça, c'est une obligation. Après, la municipalité, elle est dans l'obligation de publier les différentes PV des différentes réunions du conseil municipal. Et ils sont même dans l'obligation de préciser quelles sont les personnes présentes au niveau de ces réunions. Donc, normalement, quand on parle de politique au niveau local, cette politique au niveau local, elle est reflétée d'une manière ou d'une autre à travers ces discussions. Parce que réellement, est-ce que le maire il est en train de faire de la politique? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Mais en fait, le maire, pour moi, il est en train de gérer des problèmes tous les jours. Donc, en fait, on ne peut pas parler vraiment d'une politique de la ville. Parce qu'il y en a tellement de problèmes que les maires, les secrétaires généraux, ils sont vraiment noyés dans la gestion journalière. Et si on veut voir, si on veut examiner qu'est-ce que les maires sont en train de faire, c'est simplement parfois travailler sur Facebook, principalement, pas beaucoup sur les sites web. Ça, c'est une critique personnelle. Ils sont en train de promouvoir leur travail, peut-être pour pouvoir se présenter pour les prochains mandats. Il n'y a pas une valorisation réelle de ce que la ville est en train de faire. Est-ce qu'après, il y a un travail qui doit se faire par rapport à la communication? Oui, absolument. La municipalité, elle est invitée à améliorer sa communication parce qu'en fait, déjà, il y a un travail de simplification par rapport aussi parce qu'ils ont l'obligation de publier leur budget. Mais en fait, si vous ouvrez un budget municipal, vous allez rien comprendre. Titre 1, titre 2, vous n'allez rien piger. Mais en fait, aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle un budget citoyen. Ça veut dire qu'il y a un travail de simplification, de vulgarisation de l'information. Et ça, c'est un travail très fondamental qui doit se faire par rapport à toutes les thématiques que vous avez déjà citées. Et on peut en parler une par une de toute façon. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Yatik Saha Amin. Donc,
ce qu'on va faire, c'est s'il y a une dernière intervention, remarque et en clôture. Avant de clôturer, juste je donne la prochaine étape, ce qu'on a, et en clôture. Peut-être une remarque. Oui, une dernière remarque et... Merci. En fait, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la représentation de la situation est multidimensionnelle. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a un premier axe qui est l'ensemble des services qui constituent les obligations institutionnelles. Il y a un deuxième axe qui est les performances économiques, sociales et environnementales, donc de ces différents secteurs qui constituent les obligations. Et un troisième axe qui serait les différents territoires qui sont concernés. Et donc, en fait, à partir de cette représentation tridimensionnelle de la situation, on peut considérer qu'il y a une situation existante, une situation tendancielle, une situation optionnelle. Et le mieux, c'est que, effectivement, le tendanciel soit vers l'optionnel. Et en fait, c'est aujourd'hui tout ce qui nous manque. Ça veut dire une application numérique qui serait partagée entre les gouvernants et les gouvernés, à travers laquelle les gouvernants communiquent leurs résultats et les citoyens participent à l'élaboration. Et du coup, c'est vrai que ça nécessite de se mettre d'accord déjà que les obligations institutionnelles sont un nombre réduit de secteurs qui sont gouvernance, sécurité, santé, éducation, alimentation, logement, transport, communication. Et à partir de là, ça veut dire il y a à construire quoi. Oui, je suis d'accord. D'accord. Allô, allô, Oui. allô, oui, Si allô. Qadour, vous avez une question ou une intervention? Non, je m'excuse pour le retard parce que j'étais occupé par des choses. On a un Covid à mort. Je vous dis directement bonsoir et je m'excuse pour le retard, tout simplement. Je vais essayer de poursuivre ce qui reste. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Yatek Sa'a, c'est Qadour. Shukran, Donc, shukran, oui. voilà, juste pour clôturer cette belle échange. Franchement, je suis ravi de la qualité de l'échange. Le dernier point de Amin, c'était, il a parlé de budget, de finances, et nous, d'ici 15 jours, d'ici 2 semaines, pas le vendredi prochain, mais le vendredi d'après, on gardera la même thématique de gouvernons ensemble, mais la prochaine fois, on ne va pas parler de participation citoyenne, mais on va parler d'une thématique très importante qui est la finance locale. Donc, c'est-à-dire, on va parler d'argent. Quand on parle de gouvernance locale, il faut bien parler de budget, il faut bien parler d'argent, parce que réellement, sans argent, les municipalités ou bien les différentes collectivités locales, ils ne peuvent rien faire. Donc, je vous donne rendez-vous au vendredi, pas prochain, vendredi d'après, pour parler de finances locales. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, Amine. Merci, Et Fouad merci Aïch. à tout le monde. Au revoir.